Oui, bonjour. Donc, je vais parler de cancer de la thyroïde. Je vais axer ma présentation sur le cancer différencié de la thyroïde qui est beaucoup plus fréquent et pour lequel on a quand même pas mal d'armes thérapeutiques en oncologie médicale. Il faut savoir qu'on assiste aujourd'hui à un arsenal thérapeutique qui ne cesse de s'enrichir pour les stades avancés du cancer de la thyroïde, donc avec plusieurs possibilités de traitement. Donc on a des traitements locaux, on a des anti-VEGFR, donc c'est des thérapies ciblées qui ciblent la voie de l'angiogenèse. On a d'autres traitements donc qui ciblent donc des mutations de la voie MAP kinase, des réarrangements, des fusions. Et on a aussi l'immunothérapie. Donc le cancer de la thyroïde, il semble être aujourd'hui le paradigme de précision en oncologie et avec la possibilité de proposer un traitement individualisé en fonction des stades pour chaque patient. Donc, dans un bulletin de l'OMS, on rapporte que 90% de l'ensemble des cancers de la thyroïde sont localisés avec une survie quand même de 98,3% à 5 ans. C'est quand même extraordinaire. Et avant d'aborder cette question, il n'est pas inutile de refaire le point sur la prise en charge du cancer de la thyroïde et sur les évolutions possibles. Il faut savoir que pour la prise en charge initiale comporte 2 étapes. On a la première étape qui est celle de la chirurgie de la thyroïde et des ganglions du cou. Et on a la deuxième étape qui est celle de l'iode radioactif qui n'est plus systématique, mais qui est souvent recommandé du fait de la présence de maladies résiduelles en post-chirurgical. La surveillance se base sur le dosage d'un marqueur tumoral qui est la thyroglobuline et sur l'imagerie. Et vous voyez que dans la majorité des cas, dans 85% des cas, cette thyroglobuline va être nulle et on va avoir une imagerie négative. Et dans ce cas de figure, la guérison, elle est très probable. Dans un petit pourcentage de cas, on va avoir donc une thyroglobuline qui est un tout petit peu élevée, avec une imagerie qui est négative. À ce moment-là, on va continuer la surveillance, on va doser la thyroglobuline et on va surveiller aussi par l'imagerie. Et là, on va avoir 2 cas de figure, ou bien que ça rentre dans l'ordre et que la guérison est possible, ou bien on va avoir une thyroglobuline qui reste détectable et on va retrouver des métastases à l'imagerie. Il faut savoir que ces métastases peuvent fixer l'iode et relever d'un traitement donc par iode radioactif, comme elles peuvent ne pas fixer l'iode et donc rentrer dans la catégorie de cancer réfractaire à l'iode. Et c'est toute la question qu'on va voir maintenant, mais heureusement que c'est une toute petite catégorie de cancer. À quoi correspond la maladie métastatique? En fait, on distingue la maladie loco-régionale, c'est-à-dire on va avoir des adénopathies dans le cou et dans le médiastin. On va avoir la maladie, enfin une récidive dans la loge thyroïdienne. Et puis, on a des métastases à distance, donc dans les autres organes, principalement le poumon et l'os. Il faut savoir que ces lésions peuvent que ça soit la maladie loco-régionale ou la métastase à distance. Donc, ces lésions peuvent fixer l'iode et pour pouvoir donc les détecter, on a 2 types d'imagerie. On a l'imagerie anatomique, donc l'échographie qui est très spécifique pour détecter les adénopathies du cou. On a le scanner qui est très utile pour les adénopathies médiastinales, les métastases pulmonaires et osseuses, et puis l'IRM qui est très utile pour les métastases osseuses, cérébrales et hépatiques. Et puis, on a l'imagerie donc fonctionnelle avec l'iode radioactif, donc thérapeutique, et puis la TEP-FDG pour les lésions qui ne fixent pas l'iode. Donc, je dirais aussi que pour savoir si une maladie progresse, on utilise aujourd'hui les critères RECIST. Pour résumer tout cela, on va avoir 2 groupes de patients avec métastase à distance. Donc le premier cas de figure, donc... D'accord, ok.
Excusez-moi. Donc, je disais, on va avoir deux catégories de patients. On va avoir un tiers de patients qui vont fixer l'iode, et c'est généralement des patients qui sont assez jeunes et qui ont de petites métastases, et les tumeurs sont bien différenciées. Donc, ces patients vont répondre à l'iode. Et puis, deuxième cas de figure, donc majoritairement, on va avoir des patients qui vont peu ou pas fixer l'iode, et c'est généralement des patients âgés avec de volumineuses métastases. C'est des tumeurs peu différenciées et une fixation qui présente une fixation élevée au FDG. Ils sont réfractaires à l'iode, et c'est pour ces patients-là qu'on a besoin d'un traitement systémique. La prise en charge de la maladie métastatique dépend d'un certain nombre de critères et doit être discutée en RCP. Ces critères sont les suivants. On a les lésions avides ou réfractaires. Il faut prendre en considération les lésions isolées ou multiples, l'évolution lente ou rapide, donc la faible masse tumorale ou élevée, les lésions qui sont potentiellement dangereuses. On prend aussi en considération l'âge du patient et ses comorbidités. Il faudra aussi discuter avec le patient sur la prise en charge thérapeutique, réaliser une analyse moléculaire et discuter des différents choix. Bien sûr, tout ceci se fait en RCP, et au terme de ces examens, on déterminera si un traitement est nécessaire ou bien si une surveillance active s'impose. Voici un arbre décisionnel de la prise en charge des cancers de la thyroïde. Donc, j'avais dit qu'on réalisait une surveillance clinique et morphologique, donc un scanner tous les 3 à 4 mois. Premier cas de figure, on a une stabilité ou bien une évolution lente avec un petit volume tumoral, et c'est des patients qui sont asymptomatiques, qui ne présentent pas de risque de complications. À ce moment-là, on proposera donc une surveillance active et de la lévothyroxine seule. Deuxième cas de figure, on est devant une maladie oligoprogressive, une maladie avec des symptômes, avec un risque de complication qui est présent. Et pour ces patients-là, on proposera un traitement local. Troisième cas de figure, on est devant une progression rapide avec un gros volume tumoral, une maladie symptomatique avec un risque de complication qui est assez important. Et pour cela, on proposera donc un traitement systémique. Les traitements locaux, alors, ils peuvent être indiqués si les lésions sont isolées, particulièrement pour les ganglions du cou. On va penser à la chirurgie, voire à l'irradiation externe. Pour les lésions osseuses, on discutera la place de la chirurgie et de la radiothérapie et certaines modalités de chirurgie interventionnelle. Pour les nodules pulmonaires, donc, on va pouvoir proposer une irradiation stéréotaxique, une thermoablation ou bien une chirurgie. Et bien sûr, il y a plusieurs définitions. On retiendra celle-ci. Donc, pour les carcinomes réfractaires, donc c'est les carcinomes, donc c'est l'absence de fixation à l'iode dans l'ensemble des lésions au diagnostic initial ou bien en cours de traitement. Donc, fixation dans certaines lésions, mais pas toutes. Une progression dans les 12 mois qui suivent le traitement par iode 131. Et une maladie qui persiste après administration cumulée, donc de 600 millicuries d'iode 131. Et la poursuite du traitement par iode donc se discute au cas par cas. Donc, des anomalies de la voie MAP kinase sont mises en évidence dans plus de 95% des cas pour les cancers papillaires, notamment des mutations de BRAF, de RAS et des réarrangements des gènes des récepteurs transmembranaires RET et des anomalies dont le nombre des copies géniques ont été identifiées. Il faut savoir que ces mutations sont mutuellement exclusives et elles sont présentes dans la majorité des cellules tumorales. Elles provoquent à la fois une différenciation avec une diminution de la capacité de concentrer l'iode 131 avec une stimulation donc de la prolifération et qui sont plus agressifs en cas de mutation BRAF que RAS-like. Plusieurs classes thérapeutiques sont disponibles aujourd'hui. On a d'abord, premier chef de file, les anti-VEGFR. Ensuite, on a les thérapies qui ciblent d'autres mutations. Et finalement, l'immunothérapie.
Une question, quand faut-il commencer ce traitement systémique? Eh ben, tout d'abord, il faut débuter le traitement par inhibiteur tyrosine kinase lorsque la maladie s'aggrave ou si elle est progressive sur un an ou lorsque on a donc une grosse masse tumorale. Donc, il y a un consensus pour cela. Et il faut savoir que les inhibiteurs tyrosine kinase donc, sont poursuivis jusqu'à progression de la maladie ou intolérance du traitement. Les traitements de première et deuxième intention ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché sont les inhibiteurs tyrosine kinase. Donc, ce sont des médicaments qui ciblent la voie de l'angiogenèse. Donc, grâce aux études de phase 3, on a la décision pour le sorafenib, la SELECT pour le lenvatinib et la COSMIC 311 pour le cabozantinib. Donc, lenvatinib, voici cette belle étude qui a inclus pratiquement 400 patients donc, qui présentent un cancer de la thyroïde réfractaire à l'iode et on avait comparé le lenvatinib versus placebo et vous voyez ce très bel écart de courbe en faveur du lenvatinib avec un taux de réponse de 65% et on s'est aperçu que cette amélioration de la PFS donc, se faisait chez les malades qui étaient naïfs d'inhibiteurs tyrosine kinase ou même chez les patients qui étaient déjà pré-traités par inhibiteur tyrosine kinase. Deuxième molécule, on a le sorafenib, donc une molécule fort intéressante et qui est disponible en Algérie pour ce cas de patient. Donc avec une amélioration de la PFS versus placebo en faveur du sorafenib, bien sûr, on voit que la réponse elle est moindre lorsqu'on compare avec le lenvatinib. On a un taux de réponse de 12%. Il y a d'autres anti-VEGFR qui sont aussi importants dans ce cas de figure. On a l'apatinib et l'onlotinib, donc ils ne sont pas disponibles en Algérie, mais qui apportent quand même de beaux taux de réponse. Donc on a des réponses partielles et des stabilisations de la maladie. On n'a pas de réponse complète. Donc, si je dois résumer la conduite à tenir devant un cancer de la thyroïde différenciée et réfractaire à l'iode, en première ligne, on va proposer le lenvatinib et en alternative le sorafenib. En deuxième ligne, on doit rechercher les mutations somatiques actionnables. Donc, pour le cabozantinib, qui est un anti-VEGFR, j'avais dit cible la voie de l'angiogenèse. Donc, il avait obtenu la même grâce aux résultats de l'étude COSMIC 311. Donc, je vous laisse découvrir le design de l'étude. C'était des patients qui n'étaient pas éligibles, bien sûr, à l'iode, qui avaient progressé pendant ou après 2 lignes de traitement après inhibiteur tyrosine kinase. Et c'était des patients qui avaient un PS inférieur ou égal à 1 et dont l'âge dépassait les 16 ans. Et bien sûr, la réponse est en faveur du cabozantinib. Et on sait aujourd'hui que cette réponse, elle est présente, que ça soit, pour tous les sous-groupes, que le patient ait reçu un premier traitement par lenvatinib ou par sorafenib, mais la réponse, elle est plus importante lorsque le patient a reçu un traitement par lenvatinib. Donc, on a une réponse dans tous les sous-types, donc peu importe l'âge du patient et peu importe le traitement initial reçu. On a donc de beaux taux de réponse avec des réponses partielles et des stabilisations de la maladie. Avec une follow-up de 6 mois, donc on a observé 76% de réduction des lésions en cible pour le bras cabozantinib versus 29% pour le bras placebo. Et il y avait donc une toxicité plus importante dans le bras cabozantinib. Donc là, c'est le résumé de tout ce que je viens de dire. Alors, il faut savoir que ces inhibiteurs tyrosine kinase, même s'ils sont efficaces, ils ont des effets secondaires qui sont importants. On peut avoir de l'hypertension, de la thrombose, de l'asthénie, un syndrome même pied. Tout ceci montre qu'un bilan précis doit être réalisé donc avant le traitement pour connaître les probables donc contre-indications au traitement.
Et dans certains cas, il faut savoir qu'on est amené donc à adapter les posologies au traitement. Ceci montre au final que la prise en charge doit être faite par une équipe qui est entraînée et bien sûr en multidisciplinarité. Donc, je reprends donc l'organigramme du traitement. On avait dit en première ligne, c'est le lenvatinib en première ligne et en option sorafenib. En deuxième ligne, on est obligé de rechercher donc les mutations somatiques actionnables. Si on ne retrouve pas de mutation, on va traiter par cabozantinib. S'il y a des mutations, donc on traitera en conséquence. Voilà, donc voici des traitements qui sont fort intéressants en cas de fusion de RET. Donc on a le selparcatinib et le pralestinib, donc c'est des médicaments qu'on n'a pas encore en Algérie, et on voit que la réponse donc elle est plus importante, elle est profonde lorsqu'il s'agit donc d'un cancer papillaire de la thyroïde. Pour les réarrangements intra-cas, donc on a donc un bénéfice d'une molécule qui est le larotrectinib et qui a montré donc une efficacité dans ce cas de figure. On arrive à la mutation BRAF-V600E. On sait aujourd'hui qu'elle entraîne une suractivation de la voie MAP kinase, entraînant ainsi une diminution de l'expression des gènes de différenciation thyroïdien. Et de ce fait, les tumeurs BRAF mutées vont être moins différenciées et plus agressives que les tumeurs RAS-like. De ce concept est née donc la notion de redifférenciation. Le principe étant d'utiliser donc des thérapies donc ciblant la mutation BRAF-V600E afin d'obtenir une réexpression du symporteur de l'iode et permettre une recaptation de l'iode dans les cancers iodoréfractaires. Il y a une récente étude du professeur Le Boulot donc, sur les cancers papillaires mutés BRAF-V600E et elle a montré une efficacité de l'association d'un anti-BRAF avec un anti-MEK. Donc on a le dabrafenib avec le trametinib donc, qui ont permis une recaptation de l'iode dans 95% et une stabilisation de la maladie à 6 mois dans plus de 50% des cas. L'immunothérapie, donc on est à l'ère de l'immunothérapie et elle semble être une possibilité thérapeutique dans le traitement des cancers thyroïdiens avancés, mais n'a malheureusement pour le moment, on n'a pas de résultats très probants. Donc on a de faibles les études pour les études qu'on a aujourd'hui, dont on a les résultats, il s'agit de faibles effectifs avec des réponses partielles de l'ordre de 60% et des médianes de survie sans progression qui sont quand même identiques au lenvatinib, qui est un inhibiteur tyrosine kinase, donc qu'on prescrit en première ligne, et avec des toxicités donc plus importantes. D'autres voies de recherche sont intéressantes, donc la voie mTOR avec donc des molécules, l'éverolimus et le buparlicip, donc avec des réponses pas très intéressantes. Donc au final, les molécules avec AMM aujourd'hui, c'est le sorafenib, le lenvatinib, donc ces deux molécules sont utilisées en première ligne, et le cabozantinib en deuxième ligne, et puis on a les autres molécules qui sont prescrites en fonction des mutations actionnables. Donc en conclusion, je dirais que les cancers réfractaires de à l'iode sont rares, mais sont responsables de la majorité des décès liés au cancer, que les médicaments donc oraux sont très chers, avec une toxicité qui est notable. Et il faut savoir que certains patients répondent au traitement, d'autres ne répondent pas malheureusement. Et on ne connaît pas aujourd'hui les mécanismes de résistance. Et j'insiste sur la prise en charge en multidisciplinarité. Et je vous remercie.